Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. Qu'est-ce qui se passe après une condamnation pour violence sexuelle ? Ça arrive si rarement que la plupart du temps, cette question passe à la trappe dans les débats publics sur le sujet. Pourtant, elle est centrale pour mesurer les conséquences d'une sentence sur le coupable et aussi sur la victime. Le risque avec un procès aussi médiatisé que celui des viols de Mazan, c'est qu'une fois terminé, toutes les prises de conscience qu'il aura soulevées s'évaporent aussitôt. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe plein de pistes concrètes pour que son écho ne soit pas vain. Il n'y a plus qu'à se retrousser les manches. Après Mazan, une série documentaire de Naomi Titi dans Les couilles sur la table, un podcast créé par Victoire Tuaillon. Épisode 4, Réparer la société. Dans ce dernier épisode, on va faire le point sur tous les leviers qu'on a aujourd'hui pour réduire l'ampleur des violences sexuelles. Pour que les responsables ne recommencent plus, mais aussi pour que les victimes ne soient plus laissées seules avec leur trauma sur les bras. Je ne sais pas si je me relèverai de tout ça, si je me reconstruirai un jour. On dirait qu'elle est solide, cette femme, mais à l'intérieur de moi, je suis un champ de ruines. Une fois que le procès en appel sera derrière Gisèle Pelicot, un nouveau cycle commencera pour tenter de tout reconstruire. Qu'arrive-t-il aux victimes après le verdict ? Par quoi passe la réparation ? Je sais que moi j'ai une cliente une fois qui exprimait Marjolaine Vignola, avocate féministe. Qu'elle avait été en colère contre l'homme qui l'a violée et que là le procès était fini et elle avait plus contre qui être en colère. Aussi parce que la procédure judiciaire avait duré extrêmement longtemps et qu'à un moment donné, ça a un impact, c'est les longueurs de ces procédures. Ce qui se passe en tout cas de ce que je peux voir chez mes clientes, c'est d'abord un sentiment de soulagement. Il a été reconnu coupable, j'ai été reconnue victime. Et puis le soulagement aussi que la procédure pénale s'arrête. Et puis judiciairement, c'est le moment de la réparation pécuniaire, c'est le moment de l'indemnisation. Parce que aujourd'hui, le système de réparation des victimes, il passe par une indemnisation financière. Contrairement à d'autres pays, comme les États-Unis, en France, cette question de l'indemnisation est taboue, alors même que dans le parcours de réparation, l'argent est central. Déjà parce que, en plus d'être interminables, les procédures judiciaires sont hors de prix. Dans un rapport de 2022, la Fondation des femmes estimait ses coûts à 10 657 € en moyenne par affaire pour une plaignante. Il y a les frais d'avocat, mais aussi plein d'autres dépenses pour la constitution des preuves auprès d'un huissier, les rendez-vous d'expertise médicale, ce qu'on appelle la consignation, qu'on paye pour pouvoir se constituer partie civile, et bien sûr avec tout ça, le suivi psychologique. Pour amortir une partie des frais d'avocat, les plaignantes peuvent faire la demande de ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. Mais cette aide-là est très mal rémunérée pour les avocats, donc le risque, c'est qu'ils allouent moins de temps à ces dossiers par rapport à d'autres. Alors, pour s'assurer une meilleure assistance juridique, beaucoup de plaignantes déclinent cette aide juridictionnelle, et dans ces cas-là, les frais d'avocat peuvent varier du tout au tout. Ça peut aller de 2 000 à 30 000 €. Dans son livre « Le prix des larmes, le coût caché des violences sexuelles », Virginie Créchy explique en détail les répercussions économiques considérables du viol sur son quotidien. Non seulement j'avais été violée, mais j'avais pas suffisamment d'argent pour m'en sortir. J'étais prise au piège d'un cercle vicieux sans fin. Pour avoir de l'argent, il fallait travailler. Pour travailler, il fallait aller plutôt bien, dormir et manger correctement, avoir un minimum confiance en soi et faire disparaître des douleurs invalidantes. Pour ça, il fallait consulter des thérapeutes non remboursés pour la plupart, et donc il fallait de l'argent.
Tout l'argent que j'ai gagné, je l'ai investi dans ma survie. Être victime de viol coûte très cher et impacte tous les pans de la vie. Pourtant, alors que ça permettrait d'amortir ces coûts, demander une indemnisation est mal vu. Ah bah comme par hasard, elle a vu qu'il était riche et elle veut porter plainte. C'est sûr qu'elle fait ça pour l'argent. Cette présomption de vénalité est complètement à côté de la plaque. Les procédures judiciaires représentent un gouffre financier. Et pour les moins dotés, ça les enfonce dans la précarité. Virginie Créchy raconte qu'elle a souvent dû faire appel à son entourage pour payer son loyer, par exemple. Au-delà de la procédure, ces indemnisations pourraient servir à financer un autre aspect central de la réparation, les soins médicaux et psychologiques. Par ailleurs, les séquelles d'un viol ou d'une agression sur le corps et l'esprit sont encore beaucoup trop méconnues du côté des professionnels de santé et plongent les personnes victimes dans de longues errances médicales. Étalés sur plusieurs années, ces soins peuvent coûter jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros et ils sont très peu pris en charge. Sauf dans des établissements dédiés, comme les CRP, les centres régionaux du psychotraumatisme. Mais il n'en existe que 17 dans toute la France et ils sont complètement saturés. Malgré ces coûts cachés qui s'accumulent tout au long de la vie, en France, l'indemnisation à l'issue d'un procès pénal est faible. Elle tourne autour de 15 000 € pour un viol sur un ou une adulte et entre 20 et 25 000 € pour un viol sur mineur. Et bien sûr, cette indemnisation n'est possible que lorsqu'il y a condamnation. Dans 1% des cas, donc. Enfin, en réalité, très peu le savent, mais dans quelques cas, il est possible de faire la demande d'indemnisation même sans condamnation, en saisissant la CIVI, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Il s'agit d'une procédure civile qui se fait en parallèle des procédures pénales. Mais là encore, les délais sont très longs et peu d'avocats sont formés sur le sujet. Parler d'argent quand on parle de viol, ça peut paraître cynique. Le coût humain pour les victimes est incalculable, mais les factures qu'elles se retrouvent à régler sont bien réelles. Faire les comptes, ça permet de voir combien le chemin vers la réparation est semé d'embûches. Pourquoi ce serait à elles de payer pour réparer ce qu'on leur a infligé ? On n'arrête pas de leur répéter qu'il faut porter plainte, sans rendre les soins accessibles et sans que la justice se mette vraiment à leur place. Comment ne plus faire de cauchemars ? Comment vais-je tenir au travail alors que je n'ai quasiment pas dormi de la nuit ? Comment rentrer toute seule chez moi de cette soirée alors que j'ai constamment peur de me faire agresser ? Comment faire pour accéder à cette thérapie qu'on me recommande mais qui coûte cher ? Comment rembourser mes dettes qui s'accumulent alors que mes dépenses ne font qu'augmenter ? Virginie Créchy, Le prix des larmes. J'attends de voir ce qui sera proposé à Gisèle Pellicot à l'issue du procès. Peut-être qu'avec l'immense écho qu'a eu cette affaire, un accompagnement et une prise en charge exemplaires lui seront proposés. Par exemple, peut-être qu'on la redirigera vers un groupe de parole où elle se sentira bien et qu'elle bénéficiera d'un suivi médical et psychologique inconditionnel, remboursé et personnalisé, sans limite de temps, proche de son domicile et dispensé par une équipe pluridisciplinaire qui est spécialisée dans le traitement du trauma et qui prendra aussi en compte les co-victimes, notamment sa famille. J'espère qu'un jour, les cas exemplaires deviendront la norme, que les personnes qui subissent ces traumatismes ne seront plus survivantes, mais vivantes tout court. Voilà ce qui attend les victimes de violences sexuelles après le verdict. Et du côté des auteurs, on parle souvent de la condamnation comme d'un aboutissement, sans trop savoir ce qui se passe pour eux, une fois la sentence prononcée. Qu'est-ce qui est mis en place pour qu'ils ne recommencent pas, et pour qu'ils prennent la mesure de leurs actes ? Le docteur Walter Albardier, psychiatre et responsable du Centre de ressources pour intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles en Île-de-France, m'explique que dans notre pays, la prise en charge de ces hommes se fait sur le plan psychiatrique ou psychologique, sur le plan éducatif et sur le plan social.
Elle peut commencer dès les premiers moments de la procédure judiciaire. La prise en charge des auteurs de violences sexuelles, elle est dès le début de la prise en compte des personnes. Avant, avec ce qu'on appelle des obligations de soins, mais aussi des suivis avec des contrôleurs judiciaires. Pendant la détention, finalement, c'est quelque chose qui continue. Alors avec la complication qu'il n'y a pas vraiment d'obligation de soins pendant la détention. Les gens ne sont pas obligés de se faire soigner, mais en fait, il y a des répercussions au fait qu'ils refusent des soins. Il n'y a pas d'aménagement de peine pour les auteurs de violences sexuelles s'ils ne se soumettent pas aux soins et à l'accompagnement qui leur est proposé. Proposé dans des établissements pour certains, en particulier quand ils font des peines assez longues, qui sont fléchées et qui ont reçu finalement des financements pour accompagner ces personnes-là spécifiques. Il y a 22 établissements en France qui ont cet agrément, on va dire. Et puis à l'extérieur, par des suivis qui peuvent être très longs, qui peuvent être de 10 jusqu'à 20 ans, jusqu'à la fin de leur vie, pour les gens qui ont pris des grosses peines, et en particulier perpétuité, et qui seront dans des aménagements de peine, dans des cadres différents, qui vont articuler finalement prise en charge sanitaire, prise en charge éducative et judiciaire, et puis accompagnement médico-social. Alors, d'abord, pour ce qu'on appelle les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, qui sont des personnes qui travaillent dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, c'est-à-dire qui dépendent de la pénitentiaire, donc de la justice, du ministère de la Justice. Ils vont accompagner les gens d'abord sur la reconnaissance des faits quand c'est possible au début, et puis ensuite, peu à peu, essayer de travailler avec eux sur les faits quand c'est possible, parce qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est pas possible, ils ne sont pas d'accord, ou ils nient les faits, etc. Et puis, ils vont travailler avec ces personnes sur un ensemble de facteurs pour essayer de diminuer les facteurs de risque et augmenter les facteurs de protection de récidive. Leur mission, c'est vraiment la récidive. Alors, ça va être de travailler sur l'insertion sociale, ça va être de travailler sur les représentations autour de la femme, par exemple, autour de l'enfant, de la violence, autour du genre, parce qu'on sait que ce sont des facteurs de risque, finalement, de passage à l'acte. On va les faire travailler aussi sur les représentations autour de la loi, d'une façon générale. On croise aussi des gens qui peuvent légitimer en permanence leur violence, donc d'essayer de reprendre ces choses-là, sur un mode très éducatif, sur qu'est-ce que c'est que le consentement. À côté de ça, il y a d'autres types de prises en charge, les prises en charge de type soins. Alors quand je dis soins, c'est du soin médico-psychologique ou psychiatrique, qui sont souvent déterminés dans le cadre d'obligations ou d'injonctions de soins, et qui a comme intérêt de ne se mettre en place qu'avec l'avis d'un expert psychiatre qui va dire finalement si la personne relève de soins. Tous les auteurs de violences sexuelles ne relèvent pas de soins psychologiques ou psychiatriques. Beaucoup, d'ailleurs, n'ont pas de pathologie avérée. Et ce qu'on va travailler, par contre, dans ce cadre-là, c'est des problématiques de pathologie. Les troubles de la personnalité, des personnes qui sont très intolérantes à la frustration, qui vont avoir un besoin irrépressible de maîtrise sur l'autre, etc., etc. Et puis les traumas, et puis les troubles de l'orientation sexuelle. Parce que, et c'est un facteur de risque évident, quand on est sexuellement attiré par les enfants, on a plus de risques de passer à l'acte sur un enfant que quand on n'est pas attiré sexuellement par les enfants. Et donc d'aller traiter ces paraphilies, etc., c'est ça la place du psy. D'aller travailler sur la personne, le contrôle d'elle-même, la maîtrise d'elle-même, le repérage d'elle-même, etc., etc. En plus de tout ça, évidemment, il y a le médico-social qui est interpellé. On travaille beaucoup avec les CHRS, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, avec des structures de réinsertion professionnelle, avec des assistants sociaux classiques, parce qu'on sait que les facteurs de risque de récidive, au-delà de certains facteurs qui vont être ceux des antécédents de ces personnes, c'est d'abord de ne pas être inséré socialement. Finalement, c'est ceux-là les facteurs les plus rassurants, c'est d'avoir un bon cercle d'amis, un bon cercle familial et puis un travail. Voilà, ça paraît un peu bête, mais c'est des éléments qui sont majeurs. Contrairement à ce que je croyais, quand les auteurs de violences sexuelles sont arrêtés et condamnés, peu d'entre eux recommencent. C'est assez difficile à chiffrer, mais selon un rapport du ministère de la Justice de 2021, leur taux de récidive est de 12%. C'est pas beaucoup, mais c'est pas zéro non plus. On le voit bien avec le procès Mazan, puisqu'en plus de Dominique Pellicot, 5 accusés sur 50 avaient déjà été condamnés avant cette affaire pour des infractions ou des crimes sexuels. Pour Walter Albardier, le problème c'est que contrairement au Québec par exemple, on a encore peu de recul sur l'efficacité de tous les dispositifs mis en place ces 20 dernières années, parce qu'ils n'ont pas vraiment été évalués. En plus, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, les psychiatres ou les travailleurs sociaux sont en sous-effectif, complètement noyés sous les dossiers.
D'année en année, les gouvernements successifs réduisent leurs moyens à peau de chagrin. Et puis l'autre problème majeur, c'est que dans l'écrasante majorité des cas, les agresseurs ne sont pas signalés à la police. En 2023, seulement 6% des victimes de violences sexuelles ont entrepris des démarches auprès des forces de sécurité. Ça veut dire que 94% des auteurs ne sont pas pris en charge. Alors rien ne les empêche de faire plusieurs victimes. Donc, je récapitule. Que ce soit au niveau de la prévention, de l'identification et la prise en charge des auteurs, et au niveau de la réparation des victimes, les politiques publiques actuelles ne sont pas du tout à la hauteur pour éradiquer les violences sexuelles. Aujourd'hui, l'enveloppe allouée à la lutte contre ces violences s'élève seulement à 12,7 millions d'euros par an. Ça représente 0,003% du budget de l'État. Dans un rapport de 2023, la Fondation des femmes a fait une estimation. Pour vraiment faire bouger les choses, il faudrait au moins 344 millions d'euros. L'affaire Mazan, c'est la pointe de l'iceberg. Sous la surface, la plupart du temps, les femmes, les enfants, les hommes victimes de violences sont livrés à eux-mêmes. Alors comment faire pour sortir toutes ces personnes de l'eau ? En 2024, de nombreuses organisations se sont associées dans une coalition féministe pour une loi cadre contre les violences sexuelles. Dans leur rapport, elles proposent 140 mesures pour mettre en place une politique coordonnée et traiter ces violences à la racine. On va en passer quelques-unes en revue pour voir ce que ça changerait concrètement. D'abord, pour faire reculer le sexisme et la culture du viol, garantir l'effectivité des 3 séances annuelles d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans toutes les classes et d'une éducation à l'égalité. En théorie, cet enseignement est obligatoire depuis 2001, mais seulement 15% des élèves en bénéficient. Alors que dispenser ces séances avec des profs correctement formés, ça permettrait d'une part de déconstruire les stéréotypes sexistes dès le plus jeune âge, mais aussi de détecter les enfants victimes de violences pour qu'ils puissent être protégés. De ce côté, ça avance. Un nouveau programme vient d'être voté et il devrait être mis en place dans toutes les classes à partir de la rentrée de septembre 2025. Je vous recommande d'écouter le podcast documentaire « C'est quoi l'amour maîtresse ?» de Lolita Rivet. Vous verrez tout ce que ces séances peuvent ouvrir comme horizon. Ensuite, pour instaurer une culture de la protection des victimes, améliorer et rendre obligatoire pour tous les professionnels amenés à être en contact avec des victimes les cycles de formation initiale et continue sur les violences sexistes et sexuelles. Ça permettrait de mieux doter les 17 centres régionaux du psychotraumatisme existants et peut-être d'en ouvrir d'autres pour proposer l'accompagnement qu'il leur faut à toutes les victimes et mieux relier les violences qu'elles ont subies avec des effets psychosomatiques qui, à première vue, n'ont rien à voir, comme des troubles neurologiques, des maladies cardiovasculaires ou des douleurs chroniques. Dans sa brochure, la coalition féministe consacre aussi un volet très important à l'amélioration du parcours judiciaire, en commençant par faciliter l'accès des victimes à des services de santé et de police adaptés. C'est ce que je vous racontais dans l'épisode précédent. Lorsqu'elles cherchent à déposer plainte, elles sont bien souvent mal accueillies et les preuves mal recueillies. Pour y remédier, voilà ce que préconise la coalition. Créer des centres pour les victimes de violences sexuelles sur le modèle belge. Emmanuelle Piette, présidente du collectif féministe contre le viol, a pu voir ce que ça donne et elle est convaincue qu'il nous faut la même chose. Par exemple, à Bruxelles, à l'hôpital Saint-Pierre, il y a un lieu où toutes les victimes de viol sont reçues. Elles peuvent venir toutes seules, elles peuvent être amenées chez les flics. Si tu vas porter plainte, c'est la première chose qu'on va faire, on va t'emmener à Saint-Pierre. Et puis les assos peuvent t'envoyer, etc. Mais c'est là que tu vas être reçu. Et là, on va d'abord t'accueillir gentiment, ce qui est quand même assez agréable. Pas te faire poireauter 10 ans, pas te laisser dans les couloirs sur un brancard. Enfin, je veux dire, voilà, un truc un peu humain. Et c'est spectaculaire pour nous. Hein. On n'est pas habitué à la gentillesse. Vraiment, moi, j'ai été bluffée. Et puis après,
tu vas raconter, donc on va te soigner suivant ce que tu racontes. Si tu risques d'être enceinte, tu risques d'avoir eu une IST, tu as des blessures, on va te réparer, et puis on va te faire des prélèvements là où tu racontes. C'est-à-dire que c'est pas la peine de faire le truc de tout. Si tu racontes qu'une sodomie, par exemple, je veux dire, c'est ciblé et lié à ton récit, ce qui est important. Évidemment, si tu te rappelles de quelque chose. Et puis après, on va mettre tes petits habits dans un papier craft pour que si tu veux un jour porter plainte, tu puisses. Et après, on te donne des habits propres, avec des sous-vêtements propres. Et là, tu as une psychologue qui peut parler avec toi. Et si tu veux porter plainte, les flics viennent là, maintenant. Et cerise sur le gâteau, ces flics-là, ils sont spécialisés. Ils ont été volontaires. Ils ont été formés. Ils ont été sélectionnés. Et ils viennent là, sur place, et en civil, en voiture banalisée, pour qu'après l'audition, si tu veux rentrer chez toi, ils te ramènent sans te faire afficher dans le quartier. Je ne sais pas si vous sentez la différence d'ambiance. Eh bien, c'est ça qu'on voudrait. Ensuite, pendant la procédure judiciaire, il y a plein de choses à mettre en place. D'abord pour que les plaintes ne soient pas balayées à cause d'une investigation au rabais. Instaurer et généraliser des brigades de police et de gendarmerie volontaires, formées et spécialisées sur les violences sexistes et sexuelles, pour mener à bien les enquêtes. Si on veut avoir une justice plus égalitaire, il faut qu'on ait une justice plus féministe. Marjolaine Vignola, avocate féministe. Ça ressemblerait à une justice où les femmes n'ont pas à répéter 14 000 fois ce dont elles ont été victimes. On ne va pas remettre en cause la parole de la victime sur des points de détail pour essayer de tirer argument qu'elle ment. Aujourd'hui, on a des moyens pour enregistrer les personnes, les faire répéter si c'est nécessaire et si elles sont d'accord, parce qu'on pourrait aussi leur demander leur avis aux victimes, puisqu'elles sont expertes aussi de leur propre traumatisme et de leur capacité. Est-ce que je suis en capacité aujourd'hui de raconter une autre fois ce dont j'ai été victime ? Leur proposer dès le départ et tout le temps une prise en charge psychologique qui soit prise en charge par l'État. Avoir des procédures où on peut avoir... alors, toute victime d'agression sexuelle ou de viol a le droit à l'aide juridictionnelle, mais sauf que cette aide juridictionnelle, quand on porte plainte et qu'on est en procédure d'enquête préliminaire, elle ne couvre pas les frais d'assistance juridique, donc il faudrait aussi réformer ça parce que ça permet effectivement l'accès à la justice, d'être accompagné et épaulé par une avocate de préférence féministe, évidemment. Ça ressemblerait aussi à une justice où la partie civile a une vraie place dans le procès pénal. Parce qu'aujourd'hui, la procédure pénale, c'est une procédure en France qui est une procédure inquisitoire, où la personne qui porte l'accusation, c'est le procureur de la République. L'action de la victime, de la partie civile, elle est accessoire à l'action du parquet. Et donc, cette construction de la procédure fait que la place de la partie civile et de son avocate dans le prétoire, elle est accessoire. Et ça, c'est ce qu'on nous apprend dans les universités. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'avocats et d'avocates de partie civile se retranchent elles-mêmes dans un second rôle. Alors que je pense qu'il est nécessaire qu'elles aient un rôle plein et entier, puisque celle qui est visée par les stratégies de défense des auteurs, c'est la victime, tout le temps, sans cesse. Et donc, il faut qu'elle soit effectivement défendue, et on ne peut pas attendre, en tout cas, ça peut être des belles surprises, mais on ne peut pas toujours compter sur le ministère public pour défendre les femmes de façon tenace et constante. Et pour que ces affaires soient mieux jugées, la coalition féministe, qui regroupe une 60aine d'organisations, propose ça, par exemple. Instaurer une juridiction et des magistrats et magistrates spécialisés. Où ça ? Assurer la sécurité des victimes et protéger leur vie privée et leur dignité lors des audiences. Bref, entre ces 140 propositions pour une loi cadre, les 82 préconisations de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles sur les enfants, et puis toutes les recommandations des professionnels de terrain, on a toutes les clés en main pour agir. En fin de compte, ce n'est qu'une question de choix politique.
La bonne nouvelle, c'est qu'en France, certaines choses bougent enfin, notamment grâce à l'onde de choc du procès des viols de Mazan. Par exemple, la mission gouvernementale sur la soumission chimique, menée par la députée MoDem de Loire-Atlantique, Sandrine Josso. Après en avoir elle-même été victime de la part du sénateur Joël Guerriau, elle a porté plainte contre lui. Il y aura un procès. Mais surtout, elle a interpellé la classe politique sur le sujet. Elle m'a reçue dans son bureau à l'Assemblée nationale pour m'expliquer en quoi consiste cette mission. Une mission gouvernementale dure 6 mois. Elle est donnée par le gouvernement. Donc la première fois, elle m'a été donnée par le gouvernement de Gabriel Attal. C'est pour faire en sorte que lorsqu'on a un sujet qu'on a identifié, par exemple ici la soumission chimique, je puisse, avec parfois un autre parlementaire, c'est-à-dire que là, j'ai une sénatrice qui s'appelle Véronique Guillotin avec moi, on auditionne des personnes qui, par exemple, travaillent dans le champ judiciaire, travaillent dans le champ médical ou travaillent dans le champ de l'éducation, nous donnent des pistes pour améliorer la prise en compte de cette problématique de soumission chimique. C'est quand même important de comprendre que finalement, on peut être un témoin aveugle de quelqu'un qui est victime de soumission chimique, ce qui a été le cas, par exemple, pour Madame Pellicot. Pendant 10 ans, ses enfants se demandaient ce qu'elle avait, parce qu'elle avait des trous de mémoire, un sommeil très lourd, et puis elle a vu plein de médecins, mais les médecins n'étaient pas formés, ils n'ont pas investigué le doute. Donc il y a toute une recherche à faire, ne serait-ce qu'avec ceux qui forment les médecins, ce qui se passe dans les facultés. Il y a beaucoup de travaux à faire pour prévenir cela, pour identifier les symptômes. Par exemple, j'écoute des pharmacologues, des toxicologues. Il y a un centre qui s'appelle le CRAFS, Centre de repérage des agressions facilitées par les substances. Donc ça, c'est une plateforme, le crafts.fr. Là, vous pouvez aller regarder. C'est un centre qui explique comment les agresseurs opèrent et ce que vous pouvez faire pour aller vous faire accompagner, pour avoir des preuves. Parce que quand on est une victime ou quand on accompagne une victime, on ne sait pas toujours quoi faire. Avec ces auditions, Sandrine Josso et Véronique Guillotin mobilisent l'expérience de nombreuses expertes et experts pour produire un rapport à destination du gouvernement. Un rapport censé déboucher sur une évolution de la loi et donc des pratiques. Pour que les médecins de famille, comme celui qui suivait les Pellicot, ne soient plus si enclins à prescrire des dizaines et des dizaines d'ordonnances de Temesta sans rien soupçonner. On pourra mettre en place des mesures très concrètes, comme par exemple la mise à disposition gratuite d'un kit de détection de soumission chimique en pharmacie. Dans cet élan de réforme, le procès des viols de Mazan a remis en lumière un grand débat sur l'intégration du consentement dans la définition pénale du viol. Je rappelle qu'à ce jour, pour condamner un violeur, il faut prouver qu'il n'y a pas consentement, et non l'inverse. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Ça veut dire que, contrairement à l'Espagne, la Belgique, la Suède ou encore le Canada, en France, l'absence de consentement n'est pas un critère pour qualifier un viol. Pour caractériser ce crime, il faut prouver non seulement la matérialité des faits, prouver que ça a bien eu lieu avec des éléments concrets, traces ADN, rapports médicaux, etc. Mais il faut aussi prouver l'intention des faits. Ça veut dire que pour obtenir une condamnation, il faut prouver que l'accusé était conscient de commettre un viol. Cette question de l'intention, elle éclaire en partie certaines stratégies de défense au procès Mazan. C'est mon corps, pas mon cerveau. J'ai violé à contre-cœur. C'est un viol involontaire. En gros, ils ont essayé de faire valoir qu'ils n'en avaient pas l'intention pour ne pas tomber sous le coup de la loi.
Mais avec les preuves vidéo, ça ne tenait pas du tout la route, comme l'ont souligné les avocats généraux. L'absence de consentement ne pouvait être ignorée des accusés. On ne peut plus, en 2024, dire que puisqu'elle n'a rien dit, elle était d'accord. C'est d'un autre âge. Mais dans l'écrasante majorité des affaires, telle qu'elle est écrite actuellement, la loi est bien plus difficile à appliquer. Déjà parce que bien souvent, il n'y a aucune preuve, mais surtout, dans les viols les plus courants, les viols ordinaires, tout se passe sans violence, sans contrainte, sans menace ni surprise. Parce que la victime est par exemple en état de sidération ou sous l'emprise de son agresseur. Et pour l'instant, ni l'une ni l'autre ne sont pleinement prises en compte dans la loi. Dans ces cas-là, si l'accusé se défend comme ça, J'avais pas compris qu'elle voulait pas. eh bien ça peut suffire pour faire classer une plainte, ordonner un non-lieu ou faire acquitter un accusé. Contrairement à ce qu'on entend souvent dans le débat public ou dans la bouche d'hommes mis en cause, ça ne veut pas forcément dire que la plaignante a menti et que la cour ne l'a pas cru. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas assez d'éléments pour prouver la matérialité et l'intention de violer. C'est un principe du droit français. Le doute profite toujours à l'accusé, donc il ne peut pas y avoir condamnation. Mais de ce côté aussi, des lignes bougent. Le 1er avril 2025, une proposition de loi pour intégrer l'absence de consentement dans la définition pénale du viol et des autres agressions sexuelles a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Si le Sénat adopte ce texte à son tour, la nouvelle loi précisera aussi ça. Le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Pour beaucoup de féministes, cette évolution serait historique. Elle permettrait de mieux prendre en compte la réalité des violences sexuelles. Présumer les intentions de l'autre en argumentant comme ça, Elle m'a souri, pour moi ça voulait dire oui. Elle m'a rien dit. Comment j'aurais pu savoir qu'elle voulait pas ? ça ne permettrait plus de gagner un procès. Il faudrait prouver qu'on s'est assuré qu'elle ou il était d'accord pour avoir des rapports sexuels. Ça pourrait aussi avoir des vertus pédagogiques. Peut-être que moins d'hommes affirmeraient qu'ils n'ont jamais entendu parler de consentement, comme ça a été le cas lors de l'affaire Mazan. Mais il faut savoir que cette proposition de loi ne fait pas consensus, y compris au sein des organisations féministes. Déjà parce que tout le monde n'a pas le même accès à la justice. Par exemple, pour les femmes trans, les personnes exilées ou les travailleuses du sexe, porter plainte, c'est courir un risque supplémentaire de violence institutionnelle. Cette réforme n'y changera pas grand-chose. Et aussi, pour certaines organisations comme le collectif féministe contre le viol, un des effets indésirables de la loi consisterait à pousser à scruter encore davantage l'attitude de la victime dans les moindres détails. Analyser tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a laissé entendre, tout ce qu'elle a dit, pour retrouver les traces d'un consentement. Pour d'autres encore, cette mesure serait une première étape encourageante, mais pas suffisante. La philosophe et militante espagnole Clara Serra l'explique dans son livre « La doctrine du consentement », récemment traduit en français aux éditions La Fabrique. En reprenant les réflexions de la philosophe américaine Judith Butler, elle explique que pour distinguer le sexe de la violence, il faut contextualiser la sexualité. Ça veut dire qu'il faut que les magistrats ou les jurés puissent décrypter toutes les dynamiques inégalitaires qui font que dans certaines relations, la liberté de consentir ne va pas de soi. Comme quand un mec est un peu insistant avec sa meuf. Il la force pas de façon flagrante, mais elle dit oui pour être tranquille et parce que le sexe du samedi soir, c'est leur habitude. Ou encore quand un jeune mec débarque dans une ville où il connaît personne, à part ce gars qui est plus âgé et qui lui a trouvé un appart et un taf qu'il a présenté à tout le monde, puis un soir, ce jeune homme se retrouve embarqué dans le lit de ce gars sans avoir rien vu venir. Ou encore quand un homme noir exilé n'ose pas refuser les avances d'une bénévole blanche
parce qu'il a besoin de son aide pour obtenir des papiers. Il faut pouvoir repérer toutes ces nuances de contrôle et de domination, déchiffrer toutes les ruses de manipulation qui permettent aux agresseurs d'extorquer un oui. On va sur la plage ? Je pense au film How to Have Sex, réalisé par Molly Manning Walker en 2023. Allez, viens, je sais que t'en as envie. C'est la fin du lycée et cet été-là, Tara espère passer le cap. Elle veut coucher avec quelqu'un pour la première fois. Alors elle sort en soirée avec ses copines, elle rencontre une bande de mecs, et puis Paddy. On s'assoit là ? Et ici ? Dans cette scène, Tara envoie des signaux subtils pour lui faire comprendre qu'elle n'est pas sûre d'avoir envie. Tu trouves pas ça relou ? Le sable qui rentre partout ? Mais Paddy les ignore. Viens, on va se baigner à poil. Paddy, arrête, j'ai pas envie d'aller dans l'eau, repose-moi. Non ! Il lui donne même l'illusion de respecter ce qu'elle veut. Quoi ? Je t'ai dit d'arrêter. Ok, j'arrête de te toucher. Pourquoi t'es aussi coincée ? Je suis pas coincée. Je croyais que t'étais pas prise de tête. T'as froid ? Ouais. Je peux ? Ouais. Ouais. Après ça, Tara fait la gueule pendant des jours, elle veut plus parler à Paddy, mais pour autant, on dirait pas qu'elle pose le mot viol sur cette nuit-là. Si les violences sexuelles perdurent, c'est parce qu'elles sont l'expression de tous les rapports de pouvoir qui traversent notre société. Ces dynamiques ne sont pas toujours faciles à démêler, parce qu'elles dessinent par avance des lignes de désir qui nous empêchent parfois d'exprimer notre volonté. Ou à l'inverse, elles nous empêchent de prendre pleinement en compte la volonté de l'autre. Comment distinguer ce qu'on veut de ce qu'on ne veut pas quand on nous apprend depuis toujours que les désirs des plus puissants que nous doivent primer ? Ajouter le non-consentement dans la définition pénale des violences sexuelles sera une avancée symbolique et ça fera peut-être une différence dans les tribunaux. Mais ça ne permettra pas d'éclairer toutes les zones grises. La loi ne peut pas tout. Pour venir à bout des violences sexuelles, c'est toutes les hiérarchies sociales qu'il faudra renverser. Bon, en attendant la fin du patriarcat, on a déjà les quelques pistes que je vous ai suggérées pour endiguer les violences sexuelles. Avec ça, on peut agir dès aujourd'hui. Mais j'aimerais quand même aller un peu plus loin. Parce que, soyons clairs, quand bien même on collerait tous les violeurs et leurs complices en prison, est-ce qu'on aurait réglé le problème ? Est-ce que c'est vraiment ça, la solution miracle ? Déjà, il y aurait plus grand monde dehors. Et puis au sein des mouvements féministes, la question de la prison est un sujet de débat récurrent. Certaines militantes se rangent plutôt dans la tradition de l'abolitionnisme pénal, qui, pour le dire vite, estime qu'il faut trouver des moyens d'agir en priorité sur les causes des violences, par exemple le sexisme, l'adultisme ou le racisme. Il faut agir sur ça pour traiter leurs conséquences. Ici, les crimes et les délits sexuels. Ce courant de pensée très dense et très divers est opposé au système carcéral, c'est-à-dire l'emprisonnement, considérant qu'il est à la fois indigne, vu l'état des maisons d'arrêt de plus en plus surpeuplées chaque année, qu'il est discriminant, car les hommes les plus puissants y échappent bien plus facilement que les autres, alors même que les violences sexuelles sont partout. Et surtout que ce système s'avère assez inefficace. Se faire attraper peut avoir un impact sur la récidive, mais pas forcément le fait d'avoir des peines plus lourdes ou plus longues. Et puis, il y a autre chose. Si certaines victimes souhaitent voir leur agresseur derrière les barreaux, ça n'est pas le cas de toutes. Ce constat est le point de départ des recherches qu'a menées la docteure en sciences politiques, Alexane Guérin. Pour une majorité des victimes, la police et la justice pénale sont loin d'être une évidence après qu'elles aient subi des violences sexuelles. En 2024, elle a soutenu une thèse sur le viol et la justice réparatrice.
C'est aussi ce qui a été montré par le mouvement féministe MeToo, qui a consisté en partie à chercher un espace hors du judiciaire pour témoigner, pour raconter ces violences, pour les dénoncer, et qui a montré que le problème des violences sexuelles, c'est avant tout un problème social. Et on a répondu par un réflexe judiciaire. On a répondu justement qu'il fallait aller porter plainte, qu'il fallait laisser la justice faire son travail. Alors que ce que ça nous disait, c'est aussi qu'il y avait potentiellement d'autres sens de la justice. Si on considère qu'il y a que 10% des victimes qui s'intéressent au système pénal, comment expliquer qu'on ne propose que ce système comme espace de justice ? Et de le formuler en ces termes, ça m'a fait m'intéresser et explorer justement la diversité des attentes de justice que les victimes peuvent avoir et qui ne correspondent pas à ce système pénal, de m'intéresser aussi à des modèles qui placent au centre les enjeux de réparation des personnes concernées. Comme l'a dit l'avocate Marjolaine Vignola, dans le système pénal actuel, la place des victimes est accessoire. Le cœur d'un procès pour viol, c'est juste de juger, pas de répondre aux besoins de réparation ou de remplir les attentes des plaignantes. Alexandre Guérin s'est penchée sur ces attentes et ce qu'elle a vite compris, c'est qu'elles sont nombreuses et très diverses selon les personnes. On trouve parmi ces attentes la volonté de chercher un espace où on puisse s'exprimer et être écouté de manière inconditionnelle. C'est-à-dire sans que la crédibilité, elle soit remise en cause, sans que nos attentes, elles soient évaluées, jugées. Un espace dans lequel on puisse qualifier avec nos propres mots, nos propres langages, ce qu'on a subi. Et puis, il y a une autre forme d'attente qui m'a beaucoup intéressée et que j'ai vue à travers des victimes, justement, leur parcours et des victimes que j'ai rencontrées. C'est des stratégies de dénonciation qui passaient par une confrontation avec la personne qui les avait agressées, qui était un moment où elle pouvait raconter ce qui s'était passé, poser des questions à l'auteur, exposer les conséquences que ça avait eues sur leur vie. Donc un ensemble de motivations assez diverses, mais qui passaient par ces types de dialogues-là. Ces attentes-là, le système pénal ne peut pas y répondre. C'est un système qui repose sur un modèle adversarial, qui ne crée pas du tout les conditions d'un dialogue. Ce qui est certain, c'est que l'intérêt, clairement, de quelqu'un qui va être mis en cause, ça va être d'éviter la peine de prison, qui est élevée dans le cas de viol, d'agression sexuelle. Donc toute la stratégie de la défense, elle va effectivement être construite à partir de dénégations, à démontrer que justement le rapport sexuel a été consenti. Effectivement, ce modèle adversarial, il est construit pour qu'il y ait des débats qui opposent deux versions des faits. Et pour que rien n'encourage finalement ou ne crée les conditions, la reconnaissance de ce qui a été fait et de cette responsabilité par rapport aux faits qui ont été commis. En l'état, la justice pénale réprime et punit, mais elle ne répare pas. Remettre les attentes des victimes au centre pour tendre vers une réelle réparation, c'est tout l'enjeu de la justice réparatrice. Alors la justice réparatrice, c'est déjà un paradigme de justice à part entière, c'est-à-dire qu'elle dispose de ses propres méthodes, ses propres acteurs, actrices, ses propres finalités. Et elle propose des espaces de dialogue animés par un tiers, au sein duquel participent des personnes, donc de manière volontaire, qui sont concernées par les mêmes faits de violence ou par des faits de violence apparentés. Elle peut recouvrir un ensemble de pratiques très diverses à l'échelle internationale, en fonction des contextes politiques, des contextes culturels. Il y a aussi une diversité de théories qui s'y rattachent, et puis même une diversité de termes dans l'espace francophone, puisque on peut l'appeler justice réparatrice, mais aussi justice restaurative. Depuis les années 90, on constate qu'elle s'est largement institutionnalisée au sein de politiques pénales. Donc elle est très souvent en fait sous le joug du système pénal. C'est ce qui se passe en France, le cadre législatif, la loi de 2014, puis la circulaire de 2017. Elle rend possible des mesures dites de justice restaurative à tout moment de la procédure pénale et pratiquement, ça se fait principalement en phase post-sententielle, une fois que la personne est condamnée, une fois que la personne est en détention.
Ce qui pose problème dans les cas de violences sexuelles, c'est que du coup, ça la rend pas accessible justement aux personnes qui n'ont pas accès à cette procédure pénale, quelles qu'en soient les raisons. Donc moi, ce qui m'a intéressée, c'est effectivement des dispositifs qui avaient lieu en dehors du judiciaire et qui pouvaient accueillir toute personne, qu'elle ait porté plainte ou qu'elle n'ait pas porté plainte. C'est ce qui a fait que j'ai fait mon enquête de terrain au Québec, notamment dans le réseau d'organismes Equijustice, qui propose un service de justice réparatrice dans les cas de violences sexuelles et intimes à toute personne effectivement concernée, que sa situation ait été judiciarisée ou non. C'est aussi ce que propose gratuitement l'association La Valise, créée en septembre 2023 et co-dirigée par Alexandre Guérin. À sa connaissance, c'est la seule qui existe en France à ce jour. La justice réparatrice, c'est pas un lieu où on va imposer aux gens le pardon. C'est pas un lieu où on va chercher à réconcilier les personnes. C'est pas un lieu non plus où on va chercher à les guérir, à leur apporter, leur prodiguer un soin. C'est pas un lieu où on va chercher une harmonie sociale, à pacifier ces relations-là. Et le sens même de la réparation, il est assez singulier en fonction des personnes qui sont concernées. Pour certaines personnes, ça va être l'occasion de pouvoir passer à autre chose. Pour d'autres, ça va être l'occasion d'exprimer une colère, de rompre des liens. Pour d'autres encore, de retrouver une forme de bien-être. Là, toute l'approche que je vais expliquer, elle repose sur l'approche relationnelle qui a été forgée par 2 criminologues, Serge Charbonneau et Catherine Roussy, qui est pratiquée depuis plus de 20 ans au Québec et un peu plus récemment en France, qui est le fruit de nombreuses recherches, d'échanges entre des praticiens et des universités, et qui a été pensée pour être appliquée dans le cas de crimes graves et donc dans les cas de violences sexuelles. Cette approche, elle place au centre les attentes des personnes concernées et leur sécurité, qu'elles soient physiques, affectives, psychologiques. Elle est souvent qualifiée de sur-mesure au sens où elle va suivre le rythme des besoins, des attentes des personnes. Sa temporalité va dépendre en fait justement de ce que les personnes viennent chercher dans ces espaces. Le dialogue, c'est pas une rencontre en face à face entre la victime et l'agresseur. C'est en premier lieu un accompagnement individuel avec un médiateur ou une médiatrice pendant lequel vont être explorées la situation de la personne, son vécu, la manière dont elle se rapporte aux violences qui ont été subies ou commises, les ressources dont elle dispose et ses attentes au regard d'un potentiel dialogue avec l'autre. Il aura lieu avec chacune des personnes qui sont impliquées dans le processus, avec leur accord et avec la possibilité d'arrêter à tout moment. La posture du médiateur, donc de ce tiers, elle est très spécifique. Parce que le médiateur ne se présente pas comme un expert. C'est-à-dire qu'il laisse la personne accompagnée être l'unique experte de son vécu. Il a une posture qui garantit une écoute attentive, un accueil inconditionnel de ce qui est exprimé, donc une posture de non-jugement et de non-directivité. Il va être le moins suggestif possible quand il va accompagner la personne. Ce qui fait qu'en fait, il se positionne ni comme un médecin, ni comme un juge, ni comme un avocat. Il n'évalue pas la crédibilité de la personne, de son récit. Il prescrit aucun comportement à adopter. Il ne prend pas parti pour une personne ou pour l'autre. Il n'est pas là pour résoudre un conflit. Il est là pour écouter. Et sa seule expertise, ça va être d'évaluer si, au terme justement d'accompagnement individuel qui se font en parallèle, les conditions d'un dialogue sont réunies pour ces personnes-là. Je peux donner quelques exemples assez proches justement de la réalité sociologique des violences sexuelles, au sens où c'est des situations où l'agresseur fait partie de l'entourage de la victime, et puis c'est des situations dans lesquelles la victime n'a pas voulu porter plainte. Une situation de viol conjugal, par exemple, on peut prendre le cas de Marion, qui a été violée par son ex-conjoint, et qui vient donc faire une demande d'accompagnement 5 ans après, parce que ça a été justement un long chemin de qualification, de poser ce terme de viol sur ce qu'elle avait subi, et qui renvoie à un événement qui s'est passé une nuit où son conjoint l'a pénétrée pendant qu'elle dormait. Donc c'est d'abord un accompagnement individuel en présence du médiateur. Elle avait comme attente de revenir sur ce qui s'était passé, de nommer ce qui était arrivé un viol et de s'assurer que ça ne se reproduise plus, justement,
en confrontant, en ayant un dialogue avec son ex-conjoint qui était l'auteur des faits. Au début, elle souhaitait une rencontre en face à face. Et puis finalement, elle a choisi de lui écrire une lettre où elle expliquait, elle revenait sur les conséquences que ce viol avait eues sur sa vie, sur sa sexualité, sur sa confiance en elle, sur la thérapie qu'elle avait dû faire, parce qu'elle estimait qu'exposer ces conséquences, c'était un moyen de permettre à l'autre de réaliser la gravité de ce qui s'était passé. Dans ce cas-là, Marion, elle n'attendait pas de réponse. En revanche, elle voulait s'assurer que la lettre soit lue en présence du médiateur qui l'accompagnait. Donc là, dans cette situation, on voit justement que le dialogue peut prendre différentes formes, que les attentes peuvent aussi évoluer au cours du processus. Alexandre Guérin m'a aussi parlé de la situation de Malika, qui a coupé les ponts avec sa famille après avoir été victime d'inceste de la part de son beau-père pendant toute son enfance. Des années plus tard, enceinte de son premier enfant, elle entreprend une démarche en justice réparatrice avec sa mère pour revenir sur cet inceste avant de pouvoir, peut-être un jour, lui présenter son bébé. Il y a aussi Romane, qui a été agressée sexuellement par son ami Thibaut pendant une soirée. Elle entreprend une médiation pour le confronter, acter des lieux et des espaces dans lesquels elle pourra être sûre de ne pas le croiser, et elle veut aussi confronter le groupe d'amis qui était présent ce soir-là, et qui après ça a eu un réflexe protecteur envers l'agresseur, en laissant Romane complètement isolée. Peut-être que vous vous demandez quel rapport avec le procès des viols de Mazan. Évidemment, je ne dis pas qu'il faudrait que Dominique Pellicot soit libéré demain pour troquer sa peine contre une médiation en justice réparatrice. Mais je pense que si on veut vraiment en finir avec les violences sexistes et sexuelles, il faut aussi démanteler à la racine tout ce qui rend ces violences possibles et s'efforcer de se mettre à la place de toutes les victimes, sans décider à leur place de ce qui est le mieux pour elles. On peut voir les féminismes comme différentes stratégies de lutte, concevoir d'un côté un féminisme pénal qui, pour le dire très grossièrement, verrait dans le taux de condamnation des auteurs de violences l'indicateur d'un progrès dans la lutte contre les violences sexuelles, qui miserait exclusivement sur le système pénal pour rendre justice. A contrario, et peut-être à l'opposé de ce spectre-là, on aurait le féminisme abolitionniste pénal qui voit, lui, dans le système pénal, la reproduction de violences patriarcales et qui préfère des alternatives à cette justice étatique. Ce que j'ai essayé de penser dans mes recherches, c'est, à la suite des criminologues Estelle Zinstag et Marie Keenan, c'est ce qu'elles ont appelé le féminisme réparateur, qui, lui, renverrait à une stratégie de lutte contre les violences sexuelles qui mise sur la pluralité des espaces de justice, précisément pour répondre à la diversité des attentes des personnes concernées. Certaines voudront porter plainte. Pour certaines, ça fait sens d'aller voir la police. Ça fait sens de vouloir et de tout faire pour que l'agresseur aille en prison. Pour d'autres, absolument pas. Il se trouve, encore une fois, que pour 90% des personnes, en tout cas, c'est pas forcément ce système-là qui est associé à la justice. Ce féminisme réparateur, il voit pas non plus dans la justice réparatrice une solution magique qui suffirait à elle seule à lutter, à éradiquer les violences sexuelles, ou même qui conviendrait à toute victime et à tout agresseur, mais il la considère comme un dispositif nécessaire dans une stratégie de lutte plus large, sans devoir faire choisir les victimes entre tel ou tel système, entre tel lieu de justice ou tel sens de la justice, au contraire de leur laisser au maximum le choix. Ce qu'ont subi Gisèle Pellicot et les autres victimes présumées de Dominique Pellicot est révoltant. Après Mazan, un choix s'offre à nous. Celui de décider collectivement de faire de cette affaire et de l'écho qu'elle a eu une opportunité pour enfin faire changer les choses. Pour désarmer la masculinité, interroger nos comportements et nos biais.
tout faire pour que ça ne se reproduise pas. D'autant plus que nous avons à portée de main tout un tas de solutions qui n'attendent qu'un peu de courage politique pour rebattre les cartes. Pour que demain, on puisse être libre. Libre de dire non, de dire oui, de dire je ne sais pas, sans craindre pour nos vies. Libre de nous extirper des liens qui nous entravent. Libre d'être suivis, entourés, assistés gratuitement et avec sensibilité. Libre d'avoir le temps et l'espace pour prendre soin les uns les unes des autres, pour dessiner des horizons désirables et pour nous réparer. Cette liberté, on ne nous la donnera pas sur un plateau. Il faudra la réclamer aux élus, au pouvoir public, encore et toujours. C'est notre rôle, à toutes et tous, notre responsabilité, de les interpeller, d'exiger sans relâche qu'ils nous entendent. Pour que le souvenir de Mazan ne soit pas uniquement celui d'un drame, mais aussi et surtout celui d'un basculement. Après Mazan est une série documentaire de Naomi Titi, réalisée par Paul Berthiaud, pour Les Couilles sur la table, un podcast créé par Victoire Tuaillon et produit par Binge Audio. Marie Foulon s'est occupée de la production et de l'édition avec le soutien d'Alban Philly, la directrice de production. Le visuel est signé Marion Lavedeau pour Upian. La communication est assurée par Lise Niederkorn et Léna Fourgeot. Merci infiniment à toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre à mes questions. Juliette Campion, Manon Garcia, Valérie Manteau, Mathilde Lévesque, Walter Albardier, Fabienne Boulard, Emmanuel Piette, Marjolaine Vignola, Béatrice Zavaro, Sandrine Josso et Alexandre Guérin. Merci aussi à toutes les militantes féministes qui ont suivi le procès de près pour en faire des analyses sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux. Toutes ces réflexions m'ont immensément nourrie. Merci à vous d'avoir écouté ces 4 épisodes. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si oui, parlez-en autour de vous et sur les réseaux sociaux. Laissez des commentaires et des étoiles sur votre appli de podcast. Toutes les références, la bibliographie et plein d'autres recommandations pour aller plus loin sont à retrouver sur la page de la série, à consulter sur notre site. Le lien est en description. J'ai vraiment envie d'avoir votre avis sur cette série et sur ce format qui sort de ce qu'on fait d'habitude dans Les Couilles sur la table. Si vous voulez, vous pouvez nous écrire à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. J'aimerais aussi remercier du fond du cœur toutes les personnes qui m'ont relu et qui m'ont aiguillé au fil des lectures. Thomas Rozek, le rédac-chef, Charlotte Bex, la responsable des productions éditoriales, mais aussi Juliette Livartowski, Talma Desta, Johanna Cincinnatis-Abramovic et Luna Bouvard. Merci à mes collègues de Binge Audio d'avoir accepté de faire toutes les voix, merci à toute l'équipe et merci à mes proches de m'avoir soutenue dans ce travail jusque dans les moments les plus difficiles. Après Mazan, c'est fini. On revient dans 2 semaines comme d'habitude avec une nouvelle surprise, alors soyez au rendez-vous. À bientôt dans Les Couilles sur la table.